Salutationalisation et bienvenue à ce 26e épisode d'Analyse du Mal, l'émission où on parle des motivations et philosophie de nos méchants préférés. Je suis du genre à penser que des fois, un méchant, s'il regrette ce qu'il a fait, peut avoir droit à une bonne rédemption. En fait, si c'était pas le cas, on n'aurait pas mon personnage préféré de l'histoire de la télé. Mais ici, on va se frotter à un plus gros poisson, un méchant que c'est pas juste qu'il regrette ce qu'il a fait, c'est que s'il était parvenu à ses fins, ce qu'il a fait de pas correct, ce serait juste jamais arrivé, et donc il ne serait pas devenu un véritable antagoniste. Nox, le Xelor surpuissant, obsédé par le pouvoir d'une relique ancienne mis dans son chemin entre la quête de pouvoir et le désir de retrouver sa famille. Il est l'antagoniste principal de la saison 1 de Wakfu, cet animé se passant dans l'univers du Cosmos imaginé par la société Ankama. L'univers du Cosmos mis en scène par Ankama, c'est de loin un de mes univers préférés, et si vous aussi c'est votre cas et que vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà salut, bonjour, soyez les bienvenus, pensez à vous abonner, activer la cloche ainsi qu'à laisser un like et un commentaire, et surtout sachez que j'en ai déjà fait des vidéos ici et là. Et autant j'adore la série Wakfu, autant pour les jeux, je suis 100% team Dofus, et ce depuis plus de 15 ans. Allô? Bonjour, Jean-Charles Ankama de chez Ankama, je voulais juste vous remercier de prononcer le jeu Dofus et non Dofus. En même temps, c'est le nom du jeu. Ouais, mais tout le monde prononce Dofus. Bon, c'est jamais qu'une prononciation, je pense pas que ma communauté soit pointue au point de m'attaquer parce que je prononce un mot d'une certaine façon. Ah, vous seriez surpris, monsieur. Non, mais même moi, quand je suis pas en vidéo, je dis Dofus et non Dofus. Bon, parfait, essayez ça et dites-moi comment ça se passe. Bonne journée. Je joue au Sacrieur. Il s'appelle Snowcar et je joue sur Draconiros, donc si vous me croisez en jeu, pensez à dire salut. Et l'univers du Cosmos, vous, personnellement, ça a quand même l'air de vous plaire parce que c'est très courant qu'on me réclame Nox en commentaire, mais aussi l'antagoniste suivant dans la trame de Wakfu, c'est-à-dire Kill Bill Eliatrop. Votre vœu est exaucé et soyez donc sûr de nous laisser quel autre méchant vous aimeriez nous voir analyser en commentaire. Et tant qu'à être là, encore une fois, je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un like et de partager la vidéo. Vous imaginez pas à quel point ça aide pour le référencement. Mais tant qu'à être là, on va commencer par un petit rappel parce que c'est ça qui se passe quand tu fais 3 saisons en 16 ans. C'est quoi Wakfu? Wakfu est une série sortie en 2008 d'origine française, se déroulant dans l'univers du Cosmos environ 1000 ans après les événements de Dofus. Quelques 200 ans avant le début de la série, un monstre alchimique du nom d'Ogrest se met à pleurer. Et étant un monstre qui a la capacité de littéralement pleurer des rivières, il se met à inonder le monde dans ce qui est connu aujourd'hui comme le chaos d'Ogrest. Ce chaos, c'est un événement qui fait passer le monde de l'ère des Dofus, où les œufs de dragon sont donc au centre des priorités des Amachnéens, à l'ère du Wakfu. Le pourquoi du comment, c'est que Ogrest a volé les 6 Dofus primordiaux après qu'il fut ressuscité par un héros anonyme. Le héros anonyme étant bien sûr le personnage que vous incarnez quand vous jouez à Dofus. Mais si vous voulez savoir plus sur c'est quoi l'identité de ce personnage dans la trame narrative canon de Wakfu, je vous redirige donc à la vidéo qui vous explique tout. Ogrest est devenu tellement puissant que les dieux eux-mêmes ne peuvent pas faire grand-chose, ce qui fait de l'ère du Wakfu une période très sombre dans la trame narrative du Cosmos. Quelque chose que, personnellement, je vois pas beaucoup dans la série. Parce que oui, t'arrives au premier épisode à MLK, tu vois Hugo et Alibert faire leur petite vie, tu le sais pas qu'il y a des millions de morts chaque jour à cause du chaos d'Ogrest. On y suit donc les aventures de la confrérie du Tofu, avec comme mentionné comme personnage principal Hugo l'Iliatrope, qui avec ses amis Tristepin, Evangeline, Amalia, Ruel, Rubilax et son frère dragon Adamaï vont s'atteler à de multiples aventures au cours des épisodes. La série se découpe donc en 3 saisons plus 3 OAV canon, avec 2 OAV qui se passent dans le passé, et la saison 4 est prévue pour le 9 février 2024. Considérant donc le fait que pour une fois la date de sortie de la saison 4 a l'air relativement legit, fiable et confirmée, et qu'en plus Dofus Unity, c'est censé sortir à la fin de l'année, moi je trouve que 2024, ça va être une bonne période pour aller taper du bouffe-moute. Quoique je devrais peut-être finir mon Dofus des glaces. Mais t'es vraiment qu'une grosse merde, t'es bientôt niveau 200 et t'as pas encore ton DDG. Ah, voilà. Je suis sûr que cette critique constructive va venir faire énormément plaisir à ce vidéaste dont je suis le plus grand fan. Mais bref, revenons-en à Nox. Ce qui le rend particulier, c'est qu'il est à l'image de la saison 1 de Wakfu, dans le sens où les fans le savent, le début de la saison 1, elle est très enfantine. En fait, on croirait que la série peut s'adresser à des enfants de 5 à 7 ans. Moi, j'ai une petite théorie là-dessus. Je pense que pour pouvoir vendre à la télé leur série, les créateurs ont écrit des premiers épisodes qui sont très enfantins, se disant que ça va très bien marcher pour le merchandising et pour être capable de faire passer ça à 1 heure de grande écoute pour des enfants. Hugo, même s'il faut affronter tous les démons du monde, Yop m'en soit témoin, je paierai ma dette. Ma lame est à toi. Ben tiens, il faudrait peut-être me demander mon avis. Et une fois que ça a été fait, ils se sont mis à faire des épisodes beaucoup plus sombres et beaucoup plus hardcore.
d'ici! T'inquiète, Eva! C'est encore moi! Rubilax m'a laissé le contrôle! Mais plus la série avance, plus les thèmes deviennent sombres et matures, avec une vraie narrative qui se met en place. Et comme par hasard, Nox prendra de plus en plus d'importance au fur et à mesure que la série avance. Si vous faites partie de ces quelques personnes ayant décroché parce que les premiers épisodes de Wakfu sont très durs à regarder avec un œil plus mature, je ne peux que vous encourager de continuer parce qu'aujourd'hui, on va spoiler la saison 1. On va même la spoiler méchamment. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire de Nox. Tout commence au fin fond du Cosmos, sur une petite planète bleue qui va attirer la curiosité d'une déesse. Cette déesse, c'était la déesse Héliatrope, probablement une des divinités les plus puissantes et les plus anciennes de cet univers. Étant une déesse personnifiée par le Wakfu, l'énergie créatrice de ce monde à l'opposé du Stasis, l'énergie destructrice, elle va inonder ce nouveau monde de son énergie qui lui est propre. Sur cette planète, Héliatrope va donc créer son peuple à elle, le peuple Héliatrope, qui vont grandir et former une vraie société dirigée par les 6 premiers membres de leur espèce et leurs 6 frères dragons. Ce qui va différencier le Conseil des 6, qui oui est en fait le Conseil des 12, c'est que contrairement aux autres héliatropes nés de façon naturelle, quand un de ces héliatropes meurt, son Wakfu réintègre l'œuf qu'il a vu naître, c'est-à-dire son Dofus de sauvegarde, et il peut se régénérer lentement. Ça peut prendre des siècles, des décennies, voire des millénaires, mais il finit par se réincarner et donc revenir à la vie. Les héliatropes vont donc se développer relativement paisiblement jusqu'au jour où, en particulier, un créera quelque chose. Kilby, le gardien de l'histoire héliatrope, se caractérise par le fait qu'il a un pouvoir particulier. Il se rappelle de toutes ses anciennes vies et de toutes ses anciennes morts. Pourquoi? Parce que lui, son travail, c'est de s'assurer que le peuple héliatrope n'oublie jamais son histoire. Et évidemment, quand tu as vécu des centaines de milliers d'années, ta petite planète, elle commence à te faire chier. Kilby, il va donc décider d'aller explorer le Cosmos. C'est alors que vont arriver les Mécasmes, un peuple d'explorateurs intergalactiques qui seront accueillis par le peuple héliatrope. Jusqu'au jour où, pour pouvoir alimenter son vaisseau, le Zénith, Kilby va voler le cœur du plus jeune des Mécasmes, connu sous le nom d'Orgonax, pour en faire un artefact capable de canaliser une quantité incroyable de Wakfu. C'est ici que Kilby va créer un des objets les plus importants de son univers. Il créera l'Héliacube. Les héliatropes vont donc quitter leur petite planète pour arriver sur un autre monde connu sous le nom du monde des 10, plus tard renommé en monde des 12 en référence aux 12 dieux. Bien entendu, le fait d'avoir essentiellement volé le cœur d'un enfant, ça va résulter en une guerre mondiale avec les Mécasmes et tout ça, c'est la faute de Kilby, mais ça, on verra ça dans une vidéo sur Kilby en particulier. Soyez sûr de la réclamer en commentaire et de vous abonner pour ne pas la rater. Pour protéger les enfants héliatropes de cette guerre, le Conseil des 12 va donner jusqu'à la dernière goutte de leur Wakfu pour être capable de les envoyer dans une autre dimension où ils vont être en sécurité. Seuls les dragons Faeris, Grugaloragrane et Balthazar survivront, ils vont donc se diviser les tâches. Balthazar se retrouve à protéger les enfants héliatropes dans une autre dimension en attendant le jour où ils pourront revenir sur le monde des 12. Faeris garde jalousement le Dofus de sauvegarde de Kilby et de sa sœur dragonne Shinonome. Grugaloragrane, quant à lui, deviendra le gardien du Dofus de Yugo et Adamai, mais aussi de l'Héliacube. Jusqu'au jour où, malheureusement dans un grand cataclysme, Grugaloragrane va perdre à la fois le Dofus de Yugo et l'Héliacube. C'est techniquement jamais dit qu'il a perdu le Dofus de Yugo, mais considérant le fait qu'on le trouve au temple héliotrope dans Dofus, je pense qu'on peut dire qu'il l'a perdu. Ce grand cataclysme, ça reste qu'une spéculation, mais il pourrait très bien être ce qui sert de point de datation dans le monde des 12. Grugaloragrane a perdu l'Héliacube dans le grand cataclysme qui a bouleversé le monde il y a 1 millier d'années. Au cataclysme, donc, on pourrait dire qu'on est à l'an 0. C'est donc environ 700 ans plus tard que va naître une personne bien ordinaire, Noximilien Clovex. Milien, comme on l'appelait à l'époque, c'est un petit peu monsieur, madame, tout le monde. Il va épouser une femme du nom de Galante et élèveront ensemble 3 enfants nommés Quartz, Aiguille et Pulsar, qui sont aussi des noms de sorts présents dans le jeu et vont adopter un léoyen sauvage nommé Igol. Milien va faire carrière comme horloger, mécanicien et inventeur, et c'est probablement la seule chose qui le caractérise. C'est qu'il a absolument aucun talent pour les arts de la guerre, pour la magie, pour le combat, mais il est très brillant et très doué de ses mains. Au fil du temps, Milien, il va élever ses enfants dans ce qu'il considère comme étant la misère financière. Et tout ce qui va lui permettre de continuer, c'est de faire rire ses enfants et d'aimer sa femme. S'il te plaît, fais attention à toi, Milien. Que veux-tu qu'il m'arrive, Galante? Que je me fasse pincer par un crabe? Le tout jusqu'en 788, où il devait avoir autour de 38 ans, l'année où
tout va basculer. C'est un jour qui, entre deux visites de son propriétaire Vargas, qui n'est absolument pas censé représenter un stéréotype quelconque, que Milien fera une découverte. Petit contexte, ce jour-là, Milien, il avait inventé une horloge volante qui suit son propriétaire qui porte un bracelet d'identification. Le seul problème de cette invention étant que la batterie, elle avait très peu d'autonomie. Mais heureusement pour Milien, un jour, en cherchant son chien dans une grotte, il va trouver un petit cube brillant. Vous l'aurez deviné, c'est l'Héliacube perdu depuis plus de 700 ans. Noxymilien le ramènera à la maison et constatera que ce petit mécanisme peut stocker une quantité d'énergie virtuellement infinie, mais surtout, il est capable d'absorber et de redistribuer le Wakfu. Clovex va donc tenter d'utiliser les pouvoirs du cube pour améliorer ses inventions et ainsi peut-être sortir sa famille de la misère. Seul problème étant, il deviendra obsédé par le cube au point d'en avoir de vraies conversations avec. Je ressens des émotions et je perçois un monde que je ne voyais pas avant. Je me sens plus intelligent et plus fort. J'ai même parfois l'impression de pouvoir parler au cube. Il va en perdre le sommeil, la notion du temps, sa santé mentale et physique en souffriront, mais il fait tout ça dans le but de percer à jour les secrets de l'Héliacube. Et même le cube en tant que tel, il va le transformer et lui donner de la puissance. C'est un jour où Clovex va performer un sort de téléportation Xelor devant les yeux de sa femme, qu'elle dira qu'elle ne le reconnaît plus. Galante, ne pouvant plus vivre dans une famille où le père est absent, elle se retirera chez sa sœur sur l'île de Mayara avec leurs 3 enfants, laissant une note à Milien lui disant que quand il est prêt à les rejoindre et à laisser le cube derrière, il est le bienvenu. Et c'est un jour fatidique de 789, donc l'année d'après, que Vargas reviendra et en prendra une triste nouvelle à Milien. Et votre famille, alors quand j'ai appris que l'île de Mayara où votre femme demeurait avait été engloutie par les eaux, j'ai pensé qu'il fallait vous prévenir au plus vite. Le chaos de Grest a fait monter brutalement le niveau des océans. L'île, comme beaucoup d'autres, a été submergée en quelques instants. Il n'y a aucun survivant. Le chaos de Grest. Ce cataclysme s'est malheureusement déclenché et il a englouti l'île de Mayara, noyant au passage la famille de l'horloger. Comment pourrait-il être trop tard ou trop tôt? Comment pourrait-il être trop tard ou trop tôt? Qui maîtrise le temps? C'est cette petite phrase qui va venir briser Clovex. C'est la poussée qui lui manquait pour sombrer dans la folie totale. Noxymilien l'horloger n'existait plus. Et finalement, était né Nox, le Xelor. Nox va se spécialiser, comme mentionné, dans les arts Xelor, c'est-à-dire de la magie et de la technologie, lui permettant de courber l'espace-temps. Les Xelor possèdent aussi des armes et véhicules incroyables, sont capables de performer des sauts et de la magie temporelle, et c'est aussi des petites merdes qui te défient aux apastrubes, qui te promettent 50 000 kamas si tu survis un tour, avant de te faire 4 000 de dégâts en moins de 17 secondes. Je ne fais pas beaucoup de PVP. Mais bref, ici, Nox, il va obtenir un nouvel objectif. Il veut être le premier Xelor de l'histoire à être capable de remonter le temps et donc sauver sa famille. Pour ce faire, il va devoir utiliser l'Héliacube pour améliorer ses inventions. Mais aussi, et surtout, il va devoir l'abreuver du Wakfu qui l'entoure. Rendu immortel par le cube, il va passer les 200 prochaines années à créer des mécanismes, notamment ses noxines, et à perfectionner sa grande horloge pour pouvoir voler assez de Wakfu pour remonter le temps. On sait qu'il s'attaquera principalement à des victimes de grande puissance, comme le père d'Apiface et Mufasa, des personnages d'une autre œuvre du Cosmos qui était un gardien de chouchou, l'équivalent des démons dans ce monde. Mais peu de temps après, Nox, il va tomber sur un vieil homme au village d'Emelka, qui traîne un bébé très intéressant. Mais trêve de politesse. C'est l'heure de m'expliquer d'où tu tires cette formidable puissance et ce que tu caches dans ce berceau. Ce vieil homme, c'était bel et bien Grugaloragrane, qui va empêcher Nox de lui voler son Wakfu. Passe ton chemin, Xelor, où tu goûteras à la colère de Grugaloragrane. Grugaloragrane, quel nom étrange. Non, c'est impossible. Ils ont disparu depuis l'aube des temps. Grugal, il va exploser Nox en plein combat, et c'est là qu'il deviendra obsédé par le fait de lui voler son pouvoir. Quelle puissance!
Un dragon! C'était bien un dragon! 12 ans vont passer et Nox fera la rencontre de nouveaux ennemis, dont Hugo, le petit héliatrope que portait Grugaloragrane ce jour-là. Et Hugo, maintenant au courant de sa destinée, partira pour l'île Doma pour y retrouver sa famille biologique. Nox le traquera après avoir fait des découvertes historiques très intéressantes sur les origines de Hugo. Entre-temps, il aura aussi récolté le Wakfu du Shenmue, entre autres, un des êtres les plus puissants connus. À l'époque où la série est sortie, dans le jeu Dofus, le Shenmue, c'était un des plus gros boss du jeu. Ah, quelle est loin la belle époque. Hugo va retrouver sur l'île Doma Adamai, son frère dragon, et Nox malheureusement les rattrapera et trouvera donc la cachette de Grugaloragrane. Grugal va utiliser sa magie pour téléporter la future confrérie du tofu très loin pour s'occuper une fois pour toutes de Nox. Vous réchauffez le vieux cœur de Grugaloragrane, mais ce combat n'est pas le vôtre. À bientôt, petit frère. S'ensuit alors un des meilleurs combats de la série. Nox doit déchaîner toute la puissance du cube et de sa machinerie pour ne serait-ce que porter des coups à Grugal. Et c'est malheureusement quand Nox va utiliser le pouvoir du cube à son maximum que le dragon devra s'avouer vaincu. Jusqu'ici, je me suis retenu, mais je vais te montrer l'étendue réelle des pouvoirs de l'Héliacube. Juste attends. Tu ne te fatigues, tu ne briseras pas ce sortilège-là. Pour éviter que Nox ne puisse récolter son Wakfu, Grugaloragrane va se désintégrer et donc rejoindre son Dofus de sauvegarde. C'est là donc que le Xelor va se retourner vers l'autre plus grande source de Wakfu connue au monde, l'arbre de vie du peuple Sadida. Les Sadida, en plus d'être nommés avec un des jeux de mots les plus tristement célèbres de toute l'histoire du Cosmos, c'est aussi un peuple qui est très proche de la nature. Tellement proche en fait que de prendre le Wakfu de l'arbre de vie qu'il protège, c'est de prendre le Wakfu de tous les Sadida existants. Nox, il va infiltrer le royaume Sadida grâce à un zombie de la même espèce et réussir à drainer l'arbre de vie en question. C'est sans compter sur l'intervention de la confrérie du tofu et beaucoup plus particulièrement de Hugo et Adamai qui vont infiltrer l'horloge de Nox pour être capable de couper la tête du serpent. S'en suivra alors le combat ultime de la saison 1, Hugo contre Nox. Et contre toute attente, c'est Nox qui va l'emporter. Hugo est à terre, il peut maintenant remonter le temps, et là, on a toute l'essence du personnage. Je vais effacer toutes mes erreurs. Déjà, nous n'avons pas pu remonter 200 ans aussi vite. Mais c'est impossible. 20 minutes. Tout ce Wakfu dépensé pour faire un bond de 20 minutes dans le temps. 200 ans de recherche et de collecte de Wakfu pour 20 malheureuses minutes. Tout ça n'a servi à rien. Tout ce que Nox a essayé de faire pour retrouver sa famille, ça n'a pas marché. Non seulement ça, mais en plus toutes les catastrophes qu'il a déclenchées, tous les effets négatifs dont il est la cause, eh bien ça aurait dû être effacé. Et là, ça existe encore. C'est brisé comme un mécanisme d'horloge hors d'usage que Nox va s'avouer vaincu. Il va quitter le royaume Sadida, comprenant le mal qu'il a fait et étant aussi rongé par les atrocités de ses actions. Et même si ça n'a jamais été expliqué dans la série, hors champ, il est canon que Nox, délivré de l'immortalité donnée par l'Héliacube, retrouvera la tombe qu'il a érigée pour sa famille et se laissera mourir naturellement auprès de cette dernière, rattrapé par le temps que l'Héliacube lui avait fait traverser. C'est une des raisons qui fait de Nox un excellent méchant, c'est qu'il est important en tant que tel. Si on peut regarder la genèse du Cosmos comme une véritable mythologie et l'histoire de Hugo comme une simple partie de cette timeline, eh bien Nox, c'est une partie extrêmement importante de tout ce qui se passe dans la totalité de la chronologie. Ça, c'est sans parler du fait qu'il a une histoire complète, travaillée et poignante. Mais en réalité, Nox, il est tout aussi génial à cause du traitement du personnage. Inspirations et iconographie. Vous savez, j'en suis pas spécialement fier dans cette vidéo, mais j'ai tendance à oublier que le visuel est une partie très importante du développement de personnages. Pourquoi est-ce que je fais ce choix très curieux? Parce que plus souvent qu'autrement, quand on parle d'analyse de personnage, on parle de son écriture, de ce qu'il vient véhiculer comme message et de quel est son arc narratif. Mais Nox, c'est un de ces méchants que son visuel, autant son chara-design que sa mise en scène, reflète exactement ce qu'il traverse et ce qu'il a en dedans. Sans oublier son comédien de doublage, Benjamin Pascal, qui vient vendre la folie et la tristesse de Nox avec une justesse incroyable. Le cube, il me parlait vraiment.
Je devais réussir. Nox, au début de son histoire, il est grand sans être gigantesque, il est palais sans être magnifique, il est pas super athlétique, mais il est pas en mauvaise forme non plus. Bref, c'est monsieur, madame, tout le monde. À la fin de l'OAV spécial, on voit vraiment les ravages physiques qui lui ont été faits au niveau de la mise en scène. Regardez-moi ça, c'est chaotique, la météo devient aussi folle que lui et son environnement semble se transformer au même moment que lui entame sa transition vers Nox le Xelor. Mais on peut se détacher un peu du visuel parce que ce qui vient énormément caractériser Nox, c'est aussi le sound design. Petite leçon d'histoire du cinéma. En 1931 sort M le Maudit, un film allemand qui parle d'un tueur en série d'enfants dans une petite ville. Et avec l'arrivée relativement récente du son au cinéma, le cinéaste prend le temps d'intégrer quelque chose de bien connu des musiciens à son œuvre, c'est-à-dire le leitmotiv. C'est-à-dire une musique, un thème musical, voire un élément sonore qui vient véhiculer une idée, un message, un sentiment, etc. Avec M le Maudit, on a droit à Dans le hall du roi de la montagne comme leitmotiv. Et avec le temps, ça se transforme, ça devient plus forcément juste de la musique, ça peut devenir aussi des effets sonores qui viennent signer le passage d'un personnage. Pour Nox, son leitmotiv, c'est le bruit de sa machinerie, c'est la puissance des mécanismes, le petit tic-tac de ses horloges, même le bruit de sa téléportation ou l'espèce de grand vide sonore quand il parle. Sans oublier que dans son horloge encore plus, Nox, sa voix, elle est très écho. Quand je vois ça, c'est une manière de symboliser à quel point il est seul dans cette énorme construction qu'il a fait lui-même. Et me dites pas que c'est un hasard parce que quand un autre personnage parle dans l'horloge, il a beaucoup moins d'écho. L'installation est prête. Jamais entendu. Les bruits mécaniques, autant dans la machine que dans les mouvements physiques de Nox, le caractérisent à ce point. Il est plus machine-comme et ça se transmet même dans sa gestuelle, regardez-le bouger. Non seulement ça se transmet dans sa façon de bouger, mais en plus de manière sonore, la mise en scène a tendance à faire des petits bruitages ici et là quand Nox fait une action quelconque. Écoutez bien, je mets l'écran en rouge quand vous devez prêter attention au sound design. Ne touche pas! Quoi? Mais c'est impossible. Cette espèce de petit whoosh quand Nox est surpris avec le zoom sur son visage, ça vient bien vendre son sentiment et c'est comme ça qu'on fait du bon sound design. Bref, au niveau sonore, ce que ça vient dire sur Nox, c'est que c'est un méchant qui est très puissant mais aussi très solitaire. Et puisqu'on en parle, est-ce qu'on n'aurait pas donc un autre méchant dans la pop culture? Un méchant mi-homme, mi-machine, ayant perdu sa famille, ayant mal tourné à cause de la souffrance, qui se caractérise principalement par son leitmotiv? Oui, j'ai pas trouvé quoi que ce soit par rapport à ça, mais je pense fermement que Nox a été très inspiré par l'image de Dark Vador. Les deux sont des cyborgs d'immenses pouvoirs avec une épée à leur ceinture qui est aussi indissociable du personnage qu'en est leur masque ou leur voix, à la tête d'un grand vaisseau de guerre qu'ils utiliseront pour écraser une civilisation à des fins égoïstes par pur désir de pouvoir, qui vont venir à bout de la figure paternelle du héros qui se sacrifiera pour leur permettre de s'échapper, et les deux vont tomber dans le mal dû à la perte de leur famille. Cependant, la fin de l'histoire de Dark Vador et la fin de l'histoire de Nox, elles sont très complémentaires. Nox, lui, on ne verra jamais son visage. Il a gagné son combat, techniquement parlant, mais il a tout perdu au passage. Vader, il a été sauvé parce qu'il n'a pas pu anéantir de sa famille. Nox a perdu justement parce que lui, il n'en a plus. L'inspiration Star Warsienne dans l'univers d'Ankama, c'est quelque chose de très difficile à renier. En fait, Ankama, ils sont célèbres pour les références à la pop culture. Ça part de quelque chose de subtil, comme ce personnage dans la forêt d'Astrub, un petit pêcheur qui se nomme Hunter x Hunter, à cette partie de l'archipel de Saharash, qui est une énorme référence à la planète Tatooine dans Star Wars. D'inspiration à inspiration.
Qu'est-ce que ça veut dire pour Nox s'il est inspiré de Darth Vader et que Darth Vader est inspiré, vous le savez, d'énormément de culture japonaise? Ça veut dire que Nox, il a peut-être un peu d'inspiration orientale, mais en même temps, on parle de Wakfu. Les codes du shonen dans la série Wakfu, c'est quelque chose d'extrêmement présent, comme par exemple le pouvoir de l'amitié, les arcs d'entraînement, etc. Wakfu, c'est une de ces séries, comme Avatar le dernier maître de l'air, ou de savoir si oui ou non on le considère comme un animé, c'est quelque chose de très pointu dans le fandom. Et cette question, je vais pas y répondre ici, on sait tous, ça va être la 3e, 4e et 17e guerre mondiale en commentaire. Par contre, ce qui est indéniable, c'est l'inspiration orientale derrière Nox. Quand on le rencontre pour la première fois, regardez-le, il ressemble à un samouraï, il porte une coiffe qui ressemble à un sandogaza et des kunai à sa ceinture. Et encore une fois, c'est très difficile de parler d'inspiration chez Nox, c'est du média franco-européen, donc les wikis à l'international ne sont pas aussi fournis que les wikis d'autres méchants dont j'ai déjà parlé, comme par exemple Thaïlang ou Claude Frollo. Mais en plus, Ankama étant Ankama, ils ont tendance à enlever de leur site officiel tout ce qui est source, behind the scene, de tout ce qui est trop vieux. Non, sérieusement, sur le site officiel de Wakfu, Nox n'est même plus présent dans la catégorie personnage. Mais bon, moi, je vais vous offrir une théorie sur sa première apparition. Regardez bien le combat. Jamais avant sa fin, on ne verra plus d'un œil de Nox à la fois. Ce qui me pousse à penser qu'il pourrait être inspiré d'un samouraï célèbre, Dante Masamune. Masamune, c'est un important dirigeant japonais pendant le XVIIe siècle, donc dans la période Edo. Ce qui l'a rendu célèbre dans le folklore japonais, c'est tout ce qui entourait ses tactiques militaires, mais aussi son œil manquant, qui lui aura valu le surnom de One-Eyed Dragon of Oshu. Littéralement, le dragon a un œil d'Oshu. Bref, que ce soit vrai ou non, parce que je le rappelle, c'est quand même très possible que je dise de grosses conneries ici, moi, l'inspiration orientale et Star Warsienne de Nox, c'est ce qui en fait, pour moi, le personnage. C'est ce qui fait que Nox a tendance à se démarquer par rapport à d'autres méchants, c'est le fait qu'il n'est pas seulement très bien travaillé au point de son écriture, mais aussi au point de sa mise en scène et de son chara design. Et désolé Ankama, vous savez, je vous adore, mais vous avez tendance à avoir un gros défaut d'écriture, c'est-à-dire de privilégier la backstory et le lore derrière un personnage plutôt que d'aller vers de la bonne mise en scène efficace et du développement de personnages à l'écran à l'instant concret. Oui, c'est ce qui se passe quand tu crées un nouveau méchant seulement pour faire la promotion d'une nouvelle classe in-game et littéralement retcon la timeline. Mais aussi, quelque chose qui est impressionnant chez Nox, c'est que, rappelons-le, il gagne face au héros, il gagne le dernier combat. Ce qui est assez inhabituel chez les antagonistes. En fait, dans une série traditionnelle, Yugo aurait gagné, on serait arrivé au même résultat. Mais le fait étant que, d'un point de vue de puissance, la victoire de Nox, elle est juste logique. La véritable puissance de Nox. Quelque chose qui est très particulier chez Nox, c'est que c'est un méchant qui vient se salir les mains. Oui, il est assez grouilleux et c'est Noxine pour faire le sale boulot, nanana, mais quand le temps d'une attaque est venu, on a tendance à le retrouver en première ligne. On parlait de Star Wars tout à l'heure, et bien si on prend un personnage qui semble avoir les mêmes ressources comme Palpatine et qu'on ne compte que la trilogie originale, c'est très impliqué qu'il est pas si puissant que ça. Oui, je fais partie des gens qui pensent que dans la trilogie originale, Darth Vader, il était là pour être les muscles de Palpatine, que Palpatine, c'était quelqu'un de très intelligent et de très puissant dans sa jeunesse, mais qu'au fil du temps, sa puissance s'est amoindrie et que c'est pour ça qu'il avait besoin de Darth Vader. Maintenant, il y a eu des centaines de retcons à propos de ça. Palpatine, il est capable de créer des trous noirs, d'anéantir des planètes. En fait, si tu regardes le Palpatine au paroxysme de sa puissance, tu te demandes pourquoi il a besoin d'une Death Star. Et ça, c'est parce qu'en fiction, les méchants, même les plus puissants, ils ont tendance à avoir une puissance plus politique que concrète. Pensez-y, on prend les Ozai, les Bellos, les Sauron, les Palpatine. Ils ont tendance à avoir de nombreux alliés. Assez d'alliés, en fait, qui font qu'ils peuvent se permettre de se faire du monde entier leur ennemi. Ça peut être des sorciers surpuissants, des guerriers super entraînés, des espions, ou juste de manière générale, comme Palpatine, une armée surpuissante. Nox, lui, il a absolument aucun allié puissant, il a aucune puissance politique. Ces grouilleux, ce sont surtout des ingénieurs, ces Noxines, elles ont une capacité offensive, oui, mais surtout, elles sont des récolteurs de Wakfu et des éclaireurs. Et quand on en arrive à ces zombies artificiels et à son rasortant, si oui, ce sont des défis de taille, c'est Nox qui les a créés et il ne va pas les utiliser à moins que ce soit nécessaire. La preuve étant qu'il a attendu d'en avoir besoin pour battre Grugal et pour infiltrer le royaume Sadida. Le reste du temps, l'ennemi principal, c'est Nox. Il est tout aussi dangereux sur son trône à prendre des décisions que sur le champ de bataille en première ligne de front. Mais plus concrètement aussi en termes de puissance, je crois que c'est très difficile de voir à quel point le pouvoir de Nox est gigantesque. Déjà, c'est un Xelor. Il contrôle le temps, c'est bon.
t'as gagné. Bien entendu, l'univers de Dofus et de Wakfu étant primairement des jeux, c'est très difficile de comprendre comment le gameplay et les actions posées par un joueur peuvent se transposer dans une situation de combat réelle. Si dans les jeux, la plupart des classes possèdent un pouvoir relativement balancé, au moins sur papier, désolé la communauté Ujinnak, vous savez, je vous adore, dans les faits, eh bien, être un magicien du temps, c'est juste péter. Et Nox, il est pas juste puissant, il est puissant pour le standard d'Exelor. Milia, comment as-tu fait? Tu n'as jamais eu de disposition pour la magie. Seuls les plus grands Xelor sont capables de ce genre de choses. La preuve étant, il a abattu Grou-Galoragran, un dragon héliatrope, un des 6 grands dragons héliatropes en fait. Il joue dans la même cour que les dieux. Et si vous ne croyez pas, pensez-y, c'était quoi la proie principale de Nox après Grou-Galoragran? C'était l'arbre de vie du royaume Sadida. Nox a préféré s'attaquer aux dragons plutôt qu'aux Wakfu de tous les Sadida présents sur la planète. Il s'est débarrassé d'Adamai relativement facilement et il a même battu Yugo. Ok, les deux, ils sont relativement jeunes, mais quand tu connais leur background et que tu prends en compte le contexte du combat, c'est-à-dire Yugo powered up par l'Héliacube, et surtout que tu vois la puissance qu'ils vont chacun acquérir dans les mois suivant ce combat, ça reste très impressionnant. Et on n'en parle pas assez, mais Nox, il a juste pris le royaume Sadida à lui tout seul. Et ça, c'est pas juste une question de force brute, c'est une question d'intelligence. Déjà, en tant qu'humain, Nox, il est assez puissant pour inventer l'horloge volante. C'est qu'elle suit son propriétaire partout, lui permettant de savoir l'heure qu'il est. Un petit dispositif comme ceci qui lui sert de lien. Bon d'accord, il a inventé une montre. Elle compte pas, celle-là. Mais son intellect, il lui permet de percer à jour les secrets de l'Héliacube et de commencer à se téléporter après quelques jours de recherche seulement. Le tout alors que sa femme prendra bien soin d'informer le public qu'il n'a jamais eu aucune disposition pour la magie. Nox, il a appris très vite. Sans oublier le fait que la technologie qu'il a lui-même développée avec de la ferraille qui traînait, eh bien, elle est juste capable de canaliser le pouvoir de l'Héliacube. Le cube est un alliage de technologie héliatrope et mécasme des civilisations tellement avancées qu'elles voyagent à travers l'espace relativement facilement, et Nox a réussi à la comprendre seul. Il a aussi été capable de comprendre comment manipuler le Wakfu dans sa forme la plus pure, quelque chose de tellement difficile que si on prend en compte tout ce qu'on sait sur le monde des 12 et sa timeline, personne n'a été capable de le faire depuis les héliatropes il y a 10 000 ans. Mais t'as pas que des prouesses purement mécaniques. T'as des prouesses biologiques. Les pantins de Nox, au nombre de 4, un zombie Sadida, Kra, Sacrieur et Feka. Parlons-en donc, la création simple de ces pantins pour le combat prouve que Nox connaît parfaitement la biologie humaine. Il sait quel corps est adapté au combat. Mais aussi, ça montre à quel point il comprend la magie du monde des 12. Il a créé un zombie Sacrieur, redoutable au corps à corps, un zombie Kra, redoutable à distance, un zombie Sadida qui est capable de venir débuffer l'ennemi et infiltrer de manière relativement facile un des royaumes les plus gardés de la planète, et un zombie Feka qui est un excellent protecteur pour ses 3 alliés. En fait, Nox, c'est un de ces plebs qui fait du multicompte et qui farme le glour céleste. Et farmer le glour céleste, il a bien fait parce que ces zombies artificiels qu'il a créés lui-même sont assez puissants pour faire jeu égal avec Grou-Galoragran. Ça, c'est en passant sur le fait qu'il a créé des êtres humains artificiels. Regardez ça, c'est des spécimens au paroxysme de la puissance de leurs classes respectives, parfaitement fonctionnels. Il a fait des homonculus. C'est un alchimiste qui a créé la vie. Il est surpuissant. Et là, on pourrait continuer de parler de biologie, de mécanique et de physique quantique, où on pourrait mélanger les trois pour en arriver à la plus grande création de Nox. Le Razortan, 7 tonnes du métal le plus résistant connu de l'homme, blindage à toute épreuve, canon à stasis pure, assez puissant pour venir à bout d'un chevalier gardien de chouchou dans sa forme démoniaque. Le Razortan est pour moi un des testaments les plus impressionnants à comment Nox comprend la magie et la science de ce monde. C'est une machine qui utilise comme arme et est alimentée par du stasis pur, c'est pas rien. C'est des décharges de stasis pur, Yugo. Y a rien de plus dangereux. Le stasis, j'en ai parlé un peu plus haut, donc je vais faire un rappel vite. C'est l'énergie complémentaire au Wakfu. Si le Wakfu, c'est l'énergie créatrice, le stasis, c'est l'énergie destructrice. Et je me rappelle plus où j'ai vu ça, mais il me semble que le stasis, c'est canon qu'en fait, ce n'est que du Wakfu dont les molécules sont figées, ils ne vibrent plus. Et si ça aussi c'est vrai, ça prouve que via ses études, Nox a été capable de figer du Wakfu dans l'espace et d'en créer des armes, ce qui encore une fois, c'est pas rien. Mais même sans ça, est-ce que vous vous rappelez il y a quelques années quand les premiers trailers de la saison 4 sont sortis, qu'on a juste vu Yugo avec une épée de stasis et que tous les fans du lore étaient genre « Wow, Yugo, il est devenu surpuissant !» Ben voilà, Nox, il a fait beaucoup plus qu'une simple épée, il a fait une machine à tuer. Overpété. Mais ironiquement, c'est pas exactement la puissance qui a amené Nox là où il est. L'addiction et l'Héliacube.
Nox, de par son histoire, est une victime, et une victime comme il s'en fait plus. Je vais vous inviter à parler des plus grandes motivations de méchants de fiction. Si je vous demande quelle est la motivation la plus commune chez les méchants en littérature, au cinéma, etc., il est plus que très probable que vous me répondiez le pouvoir et la puissance. Et moi, j'ai tendance à dire que c'est qu'à moitié vrai. Le pouvoir et la puissance, ce sont plus des outils que les méchants veulent pour atteindre leur véritable but, c'est-à-dire le contrôle. Palpatine désire le pouvoir pour contrôler la galaxie, même chose pour Hadès avec l'Olympe, ou pour Sauron avec la Terre du Milieu. Mais Nox, s'il veut bien la puissance, le contrôle, il en a absolument rien à battre. Tout ce qu'il veut, c'est pouvoir réparer ses erreurs. Il veut remonter le temps à une époque où il n'avait aucun pouvoir et aucun contrôle, à une époque où il était opprimé par la dette et à une époque où il était, disons-le, faible. Et c'est cette faiblesse qui, malheureusement, l'ont fait tomber dans les griffes de l'Héliacube. Nox, même avant toute l'histoire avec le cube, il semblait posséder ce qu'on appelle communément une personnalité addictive. Si la personnalité addictive, c'est pas quelque chose qui existe vraiment au niveau d'un diagnostic, les addictions, par contre, ça peut poser énormément de problèmes. Et chez Nox, on en a une qui est assez explicitement exprimée par sa femme, l'addiction au travail. Tu n'as pas pu t'en empêcher, hein? M'empêcher? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne me fais pas passer après tes rêves, s'il te plaît. Je ne connais que trop bien cette petite voix. Tu vas me faire le plaisir d'oublier tout de suite les idées que tu as en tête. Selon Healthline.com, l'addiction au travail ou le workaholism, comme on peut aussi l'appeler, c'est un problème d'addiction bien réel qui touche les personnes dites perfectionnistes. Et une personne peut avoir tendance à s'engager dans des patterns workaholic s'ils veulent éviter d'avoir à faire face à certains problèmes de leur vie personnelle. Comme Nox, par exemple, qui s'enterre dans son travail et veut offrir une bonne vie à sa famille pour éviter de faire face au fait que, ses dettes l'écrasent. Ou 200 ans plus tard, où est-ce qu'il est prêt à utiliser ses connaissances et sa technologie pour anéantir une partie du monde simplement pour être capable de remonter le temps. Alors que dans les faits, la réponse rationnelle, si je puis dire, ce serait de faire un deuil en bonne et due forme. Et quand on s'intéresse aux symptômes plus concrets, c'est du Nox tout craché. De un, travailler de longues heures, même quand c'est pas nécessaire, c'est très impliqué qu'il le faisait à l'époque où il n'était qu'un horloger. Ne plus dormir pour compléter son travail ou finir des tâches, on le voit à l'écran que ça arrive. Même chose pour l'obsession avec le succès professionnel et la peur intense de l'échec. Sans oublier la paranoïa par rapport à ses performances. J'emprunte à chaque saison un peu plus, mais pourquoi? Sinon payer à mes usuriers plus que je ne gagne. Ça fait des années que j'exerce le métier d'horloger. Et pour quel résultat? Nox, il néglige aussi sa vie de famille pour être capable de favoriser sa vie professionnelle. Et quand on le confronte sur le sujet, il saute directement sur la défensive. Que veux-tu dire? Que je ne le mérite pas? Que je ne suis pas assez malin? D'autres le mériteraient plus que moi. Et les deux derniers symptômes de la liste, c'est de travailler pour éviter les sentiments de regret ou de dépression, et aussi pour éviter de faire face à des événements tragiques, comme la mort, le trouble financier ou le divorce. Voilà, je savais que cette horloge géante, elle servait à compenser quelque chose. Et une fois n'est pas coutume sur cette chaîne, on va faire un test pour essayer d'obtenir un véritable diagnostic. Comme d'habitude, je tiens à rappeler que rien de ce que je dis n'est professionnel parce que je ne suis ni un médecin ni un psychiatre, mais on peut se tourner vers un test qui est accepté par la communauté scientifique, développé par l'Université de Bergen. Un questionnaire de 7 questions où la personne interrogée doit répondre jamais, rarement, des fois, souvent ou toujours à une interrogation. Ces interrogations sont donc, vous pensez à comment libérer plus de temps pour le travail, vous travaillez plus longtemps que ce qui était prévu à la base, vous travaillez pour réduire le sentiment d'anxiété, de dépression ou d'impuissance, vos proches vous disent de travailler moins et vous ne les écoutez pas, vous devenez stressé quand on ne vous permet pas de travailler, vous dépriorisez vos hobbies, activités personnelles et exercices pour que vous puissiez travailler et vous travaillez tellement que votre santé en souffre. Selon l'Université de Bergen et donc leurs chercheurs, si vous avez répondu souvent ou toujours à au moins 4 de ces 7 questions, ça peut être un signe avant-coureur d'addiction au travail. C'est très difficile d'appliquer ce test à Nox. De 1, parce que c'est un personnage de dessin animé, il ne peut donc pas vous répondre. Et de 2, parce que sur 230 ans d'existence, on ne le voit actif que quelques mois. Donc c'est très difficile de comparer de tout ce qu'il a fait. Mais je voulais le mentionner parce que peut-être par petite prise de conscience, je tiens à rappeler que dans un monde où toujours fournir plus pour le bien commun est très encouragé, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de vous reposer et surtout, vous avez le droit d'imposer vos limites. Et aussi parce que de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai recherché et très honnêtement de ce que moi personnellement j'ai tendance peut-être à vivre via mes projets un peu plus professionnels, je trouve que Nox est une dépiction extrêmement précise de c'est quoi avoir des problèmes d'anxiété par rapport à sa propre performance. Quelle heure il est?
Ah, 4h30 du matin. Peut-être que je pourrais juste aller me coucher à la place de faire du montage sur une vidéo que je prévois pas sortir avant 4 jours. Ou je pourrais prendre cette occasion pour vous parler du sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost, c'est un des leaders global au niveau mondial dans le monde de la cybersécurité et le VPN numéro 1 sur Trustpilot. Un VPN te permet de crypter tes données pour qu'on ne puisse pas les récupérer pendant que tu es en ligne, mais aussi de masquer ton adresse IP pour qu'on ne puisse pas t'identifier. Ça te permet par exemple de débloquer le catalogue international de plus de 35 services de streaming différents comme Amazon Prime, Disney+, ou Netflix. Je veux dire, tu peux regarder Wakfu avec CyberGhost VPN. Ça, moi, j'appelle ça un plus. CyberGhost te permet aussi de contourner les firewalls et les géorestrictions, te garantissant un accès total à Internet où que tu sois sur la planète. CyberGhost, c'est plus de 7000 serveurs dans 90 pays différents, chacun sécurisé, puisqu'ils ne vont jamais enregistrer tes activités en ligne. Sans parler du fait que c'est super user-friendly, même moi qui est pas super brillant, je peux l'utiliser facilement. Et ce sur Linux, iOS, Android, Mac ou PC, et jusqu'à 7 appareils différents. Avec le lien en description, obtiens un abonnement CyberGhost à 84% de réduction, plus 4 mois gratuits. Soyez donc sûr d'utiliser ce lien pour retrouver vite votre vie privée en ligne, et si ça vous plaît pas, ce dont je doute fort, vous avez un remboursement garanti sous 45 jours, ainsi qu'un support technique 24/7. Merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Mais bref, si vous avez remarqué chez ce personnage, les éléments présentés, ça s'installe très vite. Ça s'installe dans l'OAV sur l'origine de Nox, qui se passe donc 200 ans avant la série Wakfu. On peut donc assumer que l'Helia Cube, c'est pas forcément ce qui l'a rendu comme ça, mais plutôt que la découverte du cube, c'était le petit tison qui manquait au grand brasier à l'intérieur de lui pour finir par exploser une fois pour toutes. Et l'Helia Cube, Nox, il a une relation malsaine avec. Je sais, en fait, c'est l'euphémisme de l'année. En fait, j'aime beaucoup comparer Nox et l'Helia Cube à la nouvelle de Guy Maupassant, La Chevelure. Maupassant, c'est un auteur très influent dans le monde de la littérature pour son travail sur le courant fantastique, c'est-à-dire un genre littéraire qui est fait pour laisser le spectateur sur sa faim. Quand exposé à du fantastique, le public devrait se demander si oui ou non ce qu'il vient de voir ou de lire est réel, si ce qu'il vient de lire ou voir tient de l'ordre du surnaturel, ou si le personnage qui rapporte les événements est simplement cinglé. Et surtout, selon les codes de ce genre, le public ne doit pas obtenir de réponse claire à cette question. Par exemple, Nox qui parle à l'Helia Cube, on ne sait pas si ça arrive réellement ou si c'est juste le résultat de quelques 200 ans d'obsession et de perte de santé mentale. Bon, en fait, il lui parlait déjà dans les premiers mois après qu'il ait commencé à travailler dessus, mais on a déjà établi que Nox, mentalement, il était peut-être pas super ajusté à l'époque. Venons-en donc à la nouvelle. C'est l'histoire d'un homme qui va acheter un meuble à rabais et qui va trouver à l'intérieur une vieille perruque, d'où le nom de la nouvelle, La Chevelure. Maupassant te fait comprendre que cette chevelure en tant que telle, quelque chose de très malsain la touche, mais on ne sait pas si cet objet est bien maudit et démoniaque ou si c'est le narrateur qui a de sérieux troubles de santé mentale. On parle même de succubus dans les analyses. Vous savez, ces démons sexuels femelles qui viennent agresser les hommes pendant leur sommeil. Peu importe en fait ce qu'est la chevelure dans la nouvelle de Maupassant, le narrateur entretient une relation très intime et surtout très malsaine avec. Et avec Nox et l'Helia Cube, c'est tout aussi dérangeant. Écoutez comment ils se parlent. Tu veux bientôt avoir ton dernier repas. Il me tarde d'y. J'ai soif. Au-delà de son désir de remonter le temps, Nox a su développer une sorte de fascination malsaine pour le cube. Mais là où, dans la nouvelle de Maupassant, c'est un désir purement sensuel et charnel, et où la chevelure est bel et bien comparée au corps d'une femme, Nox, il a une toute autre relation avec le cube. Une relation qui est particulière. Il ne vient pas lui parler comme un homme peut parler à sa femme, comme un père peut parler à ses enfants, ni même comme on peut parler à un ami. C'est pour bientôt, Maximilien. Tu devais m'aider à rejoindre ma famille. Pourquoi permettre à ce gamin ce que tu m'as refusé si longtemps? Réponds-moi. C'est une nouvelle sorte de relation, une obsession, une dépendance affective malsaine que Nox porte envers le cube. Un mélange de curiosité, de compréhension de ses secrets et de désir de ses pouvoirs pour être capable de remonter le temps. Et évidemment, Nox, dans tout ça, ça a eu des répercussions sur sa vie personnelle qui n'en est qu'encore plus démolie. L'horloge désynchronisée. Comble de l'ironie. Pour un personnage virtuellement immortel, Nox, il est ravagé par le temps. S'il lui restait des amis après le chaos d'Ogrest, il est clair qu'ils sont morts depuis longtemps. Même chose pour ses parents, ses cousins qu'il pouvait connaître. Nox, tout ce qui lui reste, c'est son chien Igol,
et son Eliacube. Et c'est cette solitude qui vient caractériser Nox et faire que ça peut un petit peu justifier son comportement. Parce que si à la place de tenter de faire un génocide, Nox, il faisait simplement son deuil, il aurait tout pour être heureux. Noximilien l'horloger, c'était un homme endetté qui croulait sous le poids des responsabilités et qui ne pouvait pas offrir la vie dont il rêvait à sa famille. Et c'est simplement pour retrouver cette famille, peu importe la situation dans laquelle il se trouvait, qu'il veut remonter le temps. Autrement, il n'y a aucune bonne raison de tenter le coup. Je veux dire que Nox est 100% motivé par cette famille et non par le reste. Et c'est tant mieux parce que, soyons très honnêtes, s'il devait un jour se détourner de son but pour devenir un méchant plus générique qui veut juste dominer le monde, ben c'est fini, il aurait gagné relativement facilement en plus. Il est capable de vaincre Grou-Galoragran, il a marché sur le royaume Sadida. Prendre le Wakfu de l'arbre de vie, ça a tué tous les Sadida de la planète. Forcément, chaque communauté va se retrouver affaiblie. Après le royaume Sadida, si besoin, moi je te le dis, Nox, il prend le Wakfu de Yugo, d'Adamai, de fil en aiguille, il finit par marcher sur Bonta, sur Brakmor, par défoncer Fairis le puissant, et c'est bon, c'est le maître du monde. C'est ce qui fait de Nox un aussi bon antagoniste, là où beaucoup de méchants trouvent de nouveaux outils autant concrets que narratifs pour arriver à un but de contrôle total. Nox a une soif de pouvoir basique pour accomplir un but non seulement frais au niveau de l'écriture, mais surtout très compréhensible. Parce que dans les faits, Nox, il est pas si méchant, il a jamais voulu faire de mal à personne. Moi, je déteste qu'on prend ce genre de déclaration à la légère en fiction, quand on prend un personnage qui, objectivement, n'est peut-être pas le pire enfoiré de l'histoire de la planète, mais qui est pas non plus un enfant de cœur et qu'on dit, c'est pas un vrai méchant. En fait, j'ai fait une vidéo complète sur Azula d'Avatar dans cette optique. Pourquoi est-ce que j'ai cette réaction? C'est parce que le bien et le mal, ce n'est pas une ligne franche. C'est un axe avec une vraie gradation où les actions à poser sont d'une subjectivité intense. Et chez Nox, on a un cas particulier et ça tient selon moi en deux scènes. C'est après un flashback de ses enfants qui jouent que Nox va revenir à Emilka, là où il avait précédemment blessé le père de Yugo et l'avait fait vieillir. Bon ok, au passage, comme mentionné, il va venir défoncer le Shenmue et lui prendre son Wakfu, mais dans les faits, il n'est pas obligé de faire ce qu'il a fait après. Nox est allé soigner le père de Yugo. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'un, parce que je pense qu'il se voit peut-être un petit peu en Alibert, qu'il a l'espoir que si quelqu'un peut comprendre ses motivations, c'est un autre père. Et qui est un meilleur papa qu'Alibert, je vous le demande. Tu pourrais me comprendre, Alibert. Toi qui n'as pas hésité un instant à offrir ta vie pour sauver ton fils. C'est après ça qu'il va se laisser être vulnérable pendant une demi-seconde devant la seule personne de tout l'univers qu'on connaît qui pourrait peut-être ressentir un brin d'empathie pour lui. Pourquoi m'avoir soigné? Je ne sais pas exactement. Pour que quelqu'un sache que je suis désolé de ce que je vais faire au monde. Il retire son masque et on a droit à un mélange entre pleurs et un rire qui viennent symboliser à la fois la tristesse et la folie du personnage. Pourquoi? Parce que Nox, il se range dans une philosophie qu'on pourrait peut-être qualifier d'absolutisme absurde. Dans le sens où Nox est conscient du mal qu'il a fait pendant les 200 dernières années, il est conscient aussi du fait que ce qu'il a fait n'est pas bien et qu'il l'a fait à des fins égoïstes. Et s'il ne réussit pas à atteindre ses buts, les répercussions de ses actions n'ont aucune importance pour lui. Pourquoi? Parce que symboliquement, Noximilien Clovex est mort le même jour que sa famille. Et que là, il a une chance de les retrouver et par conséquent de retrouver sa vie d'avant. Mais aussi que les horreurs qu'il a commises, paradoxalement, s'il arrive à ses buts, elles n'auront plus aucune importance. Si Nox réussit la mort de Tristepin et celle du royaume Sadida, tous les dommages collatéraux à sa cause, rien de tout ça ne sera jamais arrivé. C'est la différence entre un être humain normal et Nox, et aussi ce qui nous fait poser des questions par rapport au deuil, par rapport à la souffrance, par rapport à la mort et par rapport à qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation. Si votre famille venait à mourir dans d'atroces souffrances, que ce soit votre faute ou non, vous auriez un choix. Soit vous vivez dans une peine extrême pour le restant de vos jours, soit vous faites un bon travail d'introspection sur vous-même et vous faites un deuil en bonne et due forme. Nox, il a une troisième option qui ne nous est pas offerte. Il peut remonter le temps, il peut tout arranger, il peut réparer ses erreurs. Et je dis réparer ses erreurs, mais ça implique pas juste la mort de sa famille, ça implique tout ce qu'il a fait de vraiment mauvais au cours de ses 200 ans d'existence. Le fait d'avoir droit à une seconde chance est une partie importante du personnage de Nox. Une seconde chance qui ne lui est pas donnée, mais qu'il prend par la force. Une seconde chance qui est à sa portée et qui pousse le public à se demander si au moins eux ne le considéreraient pas. Deuxième extrait que je trouve très intéressant, c'est la
scène où le royaume Sadida au complet arrive sur le site du combat que Nox vient de remporter et qu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas pu remonter 200 ans. C'est une scène très poignante parce que pour ce qu'il a fait, tous les Sadida sont prêts à arrêter Nox, à se jeter sur lui, peut-être même à l'exécuter dès maintenant s'il résiste. Ce qui honnêtement, selon le contexte, est très compréhensible. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette scène, c'est surtout le fait que c'est un point culminant d'un des thèmes principaux de la série, c'est-à-dire l'état mental de Nox et comment les autres personnages ne le comprennent pas. Tout au long de la série, les gens diront de Nox qu'il est diabolique, qu'il est complètement fou, etc. Moi-même, j'ai dit dans cette vidéo qu'il était taré à de multiples reprises. Ces régions dévastées, le Shenmue et Grugaloragrane, et tristement, tout ça juste parce que vous êtes fous. Nox, j'ai déjà dit qu'il semble être addict au travail, mais en réalité, on pourrait faire un cas comme quoi il est atteint de dépression, ou au moins que toutes ses actions sont résultat d'un deuil entravé par de très sérieux problèmes. Mon point étant, Nox, il souffre de la solitude, autant depuis la perte de sa famille que de ce qui est venu après. Forcément, quand ton seul contact c'est ton chien un cube dont on n'est même pas sûr qu'il te parle vraiment, je comprends que la solitude s'installe. Mais les gens autour le regardent comme un paria, comme un démon à l'état pur. Et c'est normal quand tu sais que Nox, il a fait des saloperies, il en a fait un sacré paquet. Mais ce qui est moins normal, c'est que personne dans la série ne se demande pourquoi il les a fait. Jusqu'à l'intervention, bien entendu, de Yugo. Arrêtez tous! C'est fini. Yugo, la pureté ultime, le symbole de la gentillesse et de la bienfaisance. Il voit que Nox s'admet vaincu, qu'il ne se défend plus. Il reconnaît Nox pour ce qu'il est, à savoir un homme brisé qui a tenté de se racheter et a vécu sa vie dans la souffrance, le chagrin et la misère. Il s'est pris une vraie claque dans la face quand son plan de remonter 200 ans a échoué. Je crois que c'est là que Nox a compris. C'est après cet échec que Nox se téléporte une dernière fois, donnant un dernier regard à Yugo, seule personne qui semble avoir une once d'empathie pour lui à ce moment. Adieu, Yugo l'héliatrope. Pour moi, Nox, il a ici, sans le savoir, complété son deuil. Après le choc d'avoir perdu sa famille, après le déni vis-à-vis ce qui lui a été pris, après des années de colère, de dépression et de négociation, après avoir échoué à remonter le temps, il s'est résigné à accepter sa perte et est revenu à l'ordre naturel des choses, se laissant mourir comme ce que la nature voulait pour lui, finalement libre de cette malédiction mise sur lui par le chaos de Grest et par l'Héliacube. Nous en venons donc aussi à nous poser une dernière question. Qu'est-ce qui se serait passé si quelqu'un avait tenté d'aider Nox? Bon, sur ce, Nox méchant qui me fut réclamé de maintes fois en commentaire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ici, il y a quelque chose qui m'embête un peu parce que si je dis que Nox, il m'a été beaucoup réclamé en commentaire, c'est rien comparé au méchant qui vient après, c'est-à-dire Kill Bee. Et je veux dire, Kill Bee est un très bon méchant, mais quand tu passes après Nox, tu fais pas le figure. Cependant, vous le savez, c'est juste une question de temps avant que Kill Bee ait droit à son propre épisode. Revenons-en donc à Nox. Pour son alignement, donc voyant comment Nox, son but c'est le succès à n'importe quel coup et qu'il est prêt à blesser, voire à tuer des gens qui se dressent sur son chemin, mais que dans les faits, comme son but c'est de remonter le temps et de défaire tout ce qu'il a fait et que ce qu'il veut en bout de ligne c'est de vivre sa vie bien tranquille, je vais le mettre à neutre mauvais, mais avec un très fort penchant pour le vrai neutre. Soyez sûr d'argumenter en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour voir à quel point Yugo est encore plus puissant que ce qu'on pourrait penser. Dites-moi en commentaire de quel autre méchant on devrait parler et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.